DevOps. Eh bien, bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup d'être venus à cette présentation durant laquelle je vais vous parler de tests de charge. Voilà, c'est un petit peu mon dada. Moi, je m'appelle... Je vais y arriver. Non, ça peut pas marcher. Je m'appelle Stéphane Landel et je suis le créateur d'un projet justement open source pour faire du test de charge qui s'appelle Gatling. Donc c'est un projet que j'ai monté il y a de ça un peu plus d'une douzaine d'années et depuis quelques années, en fait, on a pivoté, on est devenu une entreprise dont je suis le CTO. Voilà, et donc ça fait un certain nombre d'années que j'évolue dans le monde du test de charge et où je suis confronté au fait que cette problématique elle est vraiment très mal comprise chez les devs, chez les managers. Et donc je voulais profiter de ce talk pour essayer de donner un peu une sorte de mini-formation, que vous compreniez bien les enjeux du test de charge et comment est-ce qu'on monte correctement un test de charge. Parce que voilà, je pourrais sortir un bêtisier du test de charge pendant des heures. En préambule, déjà, je voudrais vous donner des arguments sur pourquoi est-ce que vous voudriez mettre en place des tests de charge. Parce que même très souvent, c'est une problématique qui n'est pas comprise par les managers. On a beau dire qu'on fait de l'agile, de se dire on peut faire bouger le périmètre pour tenir une deadline. En réalité, c'est rarement comme ça que ça se passe. On continue quand même à chercher à tenir absolument une deadline et puis à sacrifier la qualité pour tenir cette deadline. Et en général, on va chercher à virer des choses. Et dans ce qu'on va chercher à virer, on va chercher à virer ce qu'on ne comprend pas trop, par exemple les tests de charge. Donc, quelques arguments. La première chose, déjà, c'est de se dire, mais quand même, dans le monde de l'ingénierie, on a des... dans beaucoup de métiers, les ingénieurs sont capables de construire des choses extrêmement complexes et de les mettre en prod sans que ça vire au drame. Que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans le médical. Voilà, ces dernières années, on a vacciné des centaines de millions de personnes sans que pour autant on décime la population mondiale. Tous les jours, on fait voler des dizaines de milliers d'avions ou de trains, ou fait rouler des trains, sans qu'il y ait tous les jours une catastrophe ferroviaire. Et pourtant, dans le monde de l'IT, ça ne se passe pas exactement comme ça. Excusez-moi, c'est un petit peu bizarre. Dans le mode de l'IT, vous pouvez regarder les news, il y a très régulièrement des crashs sur plein d'applications. Ça peut être des sites à faire très fort trafic, mais pas forcément. Et en fait, il ne faut pas chercher, en termes d'explication, il ne faut pas chercher plus loin que nos pratiques dans le monde du dev. Très souvent, en fait, on est un peu en mode YOLO, c'est-à-dire qu'on va faire tourner nos tests fonctionnels en environnement de QA. Et puis on va se dire, c'est bon, ça suffit pour décider qu'on peut partir en prod. Sauf que les conditions qu'on a en environnement de QA n'ont rien à voir avec celles qu'on a en prod. C'est pas la même infrastructure, c'est pas le même trafic, c'est pas le même volume de data dans la base de données. Donc c'est un peu léger quand même pour pouvoir extrapoler. Donc on est quand même un peu en mode YOLO. Et donc, le fait est qu'avoir de mauvaises performances, ça peut sérieusement endommager votre business. Si vous avez des ralentissements, si vous avez des crashs, vous allez évidemment vous risquez d'endommager vos ventes de manière vraiment immédiate, mais également vous risquez d'endommager votre image de marque. À terme, peut-être que cette fois-ci vos clients sont captifs, mais ils vont chercher à partir de chez vous. Et puis même, il ne faut pas voir uniquement le trafic grand public, mais également sur des applications intranet, vous risquez d'endommager la productivité de vos utilisateurs. Moi, j'ai même connu des utilisateurs qui sont mis en grève parce que l'application qu'ils étaient censés fournir et travailler et sur laquelle ils étaient objectivés, qui était vraiment leur moyen de travail, avait des performances catastrophiques. Donc, pourquoi aussi, assez souvent, ce que j'entends, c'est que des gens vont me dire oui, mais en fait, les tests de charge, moi, on n'a pas une très grosse charge, donc franchement, j'en ai pas besoin. C'est une problématique de gros sites web, de gros sites de news, de gros sites e-commerce. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que il suffit de juste quelques utilisateurs qui tombent mal pour déclencher tout un tas de bugs qui ne sont pas visibles en environnement QA, mais uniquement en environnement de production.
des deadlocks. Voilà, il suffit que deux transactions qui sont mal gaulées et qui tombent mal peuvent se bloquer. Des race conditions, le fameux problème des n plus une requête avec Hibernate, un manque de pagination. Donc vous chargez toute la base de données, en fait, vous la remontez intégralement dans la vue. Des fuites mémoire, des fuites de fichiers, des caches mal configurés. Donc il y a tout un tas de problèmes qui sont liés à la performance, qui peuvent se produire sans forcément qu'il y ait énormément de trafic. Ce que j'entends aussi parfois, c'est maintenant on a basculé sur du cloud, c'est bon, on n'a plus de problématique de performance. Non, je suis désolé, c'est pas. Vous utilisez une base de données managée, pour autant, c'est pas le cloud, c'est pas AWS qui va faire que vous designiez correctement votre base de données et que vous codiez des requêtes SQL qui soient performantes. Se dire aussi, je vais avoir, c'est bon, j'ai de l'autoscaling qui va pouvoir absorber mes pics de trafic. L'autoscaling, ça met du temps à réagir. Se dire aussi, ok, si j'ai un problème de perf, j'ai qu'à rajouter des machines. Des machines, ça coûte des sous. Et puis, des gros clusters, c'est quand même plus compliqué à administrer. Vous rentrez dans d'autres problématiques d'exploitation que si vous avez juste une ou quelques instances à manager. Et puis de plus en plus, ce qu'on voit, ça va être des architectures orientées microservices. Et faut dire, c'est pas forcément évident de raisonner dessus. Et une architecture microservice, elle peut se casser la figure comme une série de dominos. Donc rentrons dans vraiment le test de charge. Comment est-ce que ça peut aider? Déjà, première chose, qu'est-ce que le test de charge n'est pas? Alors, première chose, déjà, c'est pas de la web perf. Souvent, il y a une confusion entre les outils de web perf et les outils de test de charge. Quand on parle de performance, la web perf, c'est vraiment sur comment est-ce que vous allez optimiser le chargement des ressources et leur rendu dans le navigateur. Le test de charge, c'est plutôt s'assurer que le composant qui, lui, va vraiment prendre de la charge, c'est-à-dire vos API côté serveur, ou le serveur qui est en charge de générer du HTML rendu côté serveur, va pouvoir encaisser le trafic. Donc c'est une problématique côté serveur, pas côté client. Et aussi, souvent on a des gens qui arrivent en disant voilà, moi j'ai déjà du Selenium ou du Cypress, comment est-ce que je mets ça à l'échelle pour pouvoir faire du test de charge? Comment est-ce que je réutilise ces mêmes tests? Non, ça ne marche pas. Malheureusement, les navigateurs headless, ça continue quand même à consommer beaucoup de mémoire et beaucoup de CPU. Donc si vous voulez générer une charge qui ne soit pas juste quelques utilisateurs, ça nécessiterait un trop grand nombre de machines. Voilà. Donc en fait, c'est des outils qui vont travailler au niveau réseau. Donc en gros, ça va être comme, si on parle de HTTP, ça va être des super clients HTTP qui vont envoyer des requêtes, récupérer des réponses, et qui vont vraiment chercher à simuler du trafic réseau. Et donc, vous allez chercher à simuler soit des conditions typiques de production en termes de trafic, soit des conditions imaginées mais réalistes. Se dire, tiens, par exemple, j'ai construit un POC dans ma startup, enfin un MVP, est-ce que ce MVP, je suis capable de le scaler encore pendant un an avec la croissance de trafic que j'attends, ou est-ce que maintenant il faut que je lance un projet de réécriture? Et donc, vous allez simuler comme ça, générer du trafic. Et l'objectif, forcément, c'est pas juste de regarder votre application s'écrouler. L'objectif, c'est d'essayer de tenir des exigences, des objectifs en termes de performance. Donc, même pour ça, vous allez analyser les résultats, les échecs, les mauvais temps de réponse, corriger des bugs. Ah, non, c'est bon. Corriger des bugs. Et puis, itérer. C'est un processus qui est itératif. Parce que très souvent, vous allez corriger un premier bug de performance, mais c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Vous allez tomber sur un deuxième bottleneck, puis un troisième, etc. Et puis vous allez itérer jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs de performance. Alors, je vais préciser quelques concepts, mots de vocabulaire, pour qu'ensuite on ait un vocabulaire commun. Alors, ce qu'on appelle des virtual users, dans le monde du test de charge, c'est simplement un utilisateur simulé, qui va donc avoir son propre état, son propre espace mémoire isolé des autres, dans lequel vous allez pouvoir aller stocker de la data, l'utiliser pour construire vos requêtes, qui va peut-être avoir ses propres connexions HTTP distinctes des autres. Et donc ces utilisateurs virtuels, on va leur faire exécuter ce qu'on appelle des scénarios. Oui, on dit des scénarios au pluriel, pas des scénarios. Donc ces scénarios, ça va être un parcours utilisateur, un workflow. Donc ça va être en gros l'enchaînement des requêtes qu'un vrai utilisateur ferait contre vos API.
Et puis, donc, une fois qu'on a défini ces scénarios, donc ces comportements utilisateurs, on va venir définir ce qu'on appelle des profils d'injection. Profil d'injection, c'est le nombre d'utilisateurs virtuels, c'est la manière dont on va venir démarrer des utilisateurs virtuels à chaque seconde. Et donc ça, ce profil d'injection, c'est une forme, voilà, c'est en fonction du temps, vous allez pouvoir définir combien d'utilisateurs démarrent à chaque seconde, et puis selon quelle forme, vous pouvez avoir des plateaux, des accélérations, pour vraiment simuler différents cas de trafic sur votre application. Alors, rentrons dans le vif du sujet, comment construire des tests de charge qui soient réalistes. J'insiste là-dessus parce que c'est tout l'objectif de Stoke, c'est arrêter de faire des tests de charge qui soient à côté de la plaque. Parce que très souvent, on a des gens qui viennent nous voir en nous disant mon use case, c'est que je voudrais simuler 1000 utilisateurs concurrents sur mon application. Est-ce que votre outil sait le faire? Combien il faut de machines pour faire ça? Et en fait, on ne sait pas répondre à cette question parce que en fait, c'est beaucoup trop vague comme description et ça dépend complètement du use case. Donc on leur a dit, dites-nous en plus, parce que là, comme ça, on n'est pas capable de qualifier. Alors, les scénarios. Comment construire un scénario? Déjà, la première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous avez une application qui est stateful ou stateless? Si elle est stateless, c'est déjà, vous avez une solution qui est assez facile à mettre en place. C'est que donc, stateless, ça veut dire que toutes vos requêtes vont être en lecture seule, vont être idempotentes. Ça va être des requêtes get ou des requêtes head. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, ces requêtes, elles peuvent être exécutées dans n'importe quel ordre, et typiquement, vous pouvez rejouer du trafic de prod. Donc, typiquement, vous allez récupérer, par exemple, vos access logs. Et puis, alors, oui, je vous ai mis sur pas mal de slides, je vous ai mis des petits exemples, même si ce talk n'est pas spécifique sur Gatling, je vous ai mis des petits exemples de code pour vous montrer comment est-ce qu'on fait ça avec Gatling. Donc, l'idée, c'est que vous allez piocher vous allez récupérer un access log, qui est en gros un fichier CSV, et puis vous allez aller piocher dedans pour exécuter tout un tas de requêtes. Vous allez juste définir quel profil d'injection vous voulez pour aller exécuter toutes ces requêtes. Ça fait déjà gagner pas mal de temps. Donc ça, c'est un use case qui est typiquement un site de contenu. Voilà, une fois que le contenu il est édité, il est grosso modo statique. Deuxième cas d'utilisation, par contre, c'est si vous êtes stateful. Là, les choses sont plus compliquées, parce que là, vous avez des requêtes qui vont modifier l'état de l'application, des posts ou des puts. Et dans ce cas-là, il y a une logique métier dans vos enchaînements. Donc si on prend l'exemple d'un site d'e-commerce, il va falloir d'abord vous enregistrer, vous allez vous balader dans le catalogue, vous allez ajouter des produits dans le panier, et une fois seulement que vous aurez acheté des outils dans le panier, vous allez pouvoir vraiment passer à l'acte d'achat. Donc c'est pareil, c'est là où il va falloir implémenter une logique métier dans vos tests. Corollaire, il faut connaître un peu votre logique métier. Et souvent, les gens coincent un petit peu à ce stade-là en se disant « flûte, mais au fait, comment est-ce que mes utilisateurs utilisent mon application ?» ce qui montre aussi un peu d'autres problèmes de méconnaissance de votre produit. Mais quand on ne sait pas trop par quel bout commencer, focalisez-vous sur vos fonctionnalités qui sont critiques. Même commencez déjà par tester votre page d'accueil. Demandez à votre PO les parcours typiques dans l'application. Il y a des chances que les PO aient des outils d'analytics qui vont permettre d'identifier ces parcours. Et puis, itérer, rajouter des tests après petit à petit. C'est pas quelque chose qui va se faire mettre en place une stratégie de test de charge. Comme n'importe quelle stratégie de test, ça ne se fait pas en un jour. On ne passe pas d'un truc où on a zéro à un truc qui est parfait. C'est un voyage et on va progressivement s'améliorer. Donc lancez-vous, jetez-vous à l'eau. Deuxième point suivant, c'est les datas. Oui, parce que ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui vont en gros avoir un raisonnement de je fais un peu une requête, je fais une requête curl dans une boucle, où je vais boucler sur des tests Selenium, des choses comme ça. Le problème, c'est que quand on a cette approche-là, donc les jeux de test sont hard-codés dans les requêtes. Dans ce type de situation, vous allez tester vos caches. Vous allez tester vos caches qui sont un peu partout dans votre application, dans votre base de données, dans votre just-in-time compiler si vous faites du Java, dans des caches applicatifs, dans des caches web. Bref, vous allez avoir des super temps de réponse, vous allez être super rassuré, c'est bon, on peut passer en prod, sauf que l'utilisation de ces caches-là n'aura rien à voir avec l'utilisation des caches qui est en production, et en fait, votre test ne sera pas réaliste, et vous allez tomber alors que vous aviez des super tests de charge. C'est dommage. Donc voilà, ne testez pas vos caches, évitez les valeurs en dur, et donc l'idée, c'est d'aller injecter de la data dans chacun de vos utilisateurs virtuels.
pour qu'il joue des données qui aient une dispersion statistique et éviter de juste tester une ou deux entrées dans le cache. Alors ensuite, chose importante, c'est les connexions. Et oui, parce que pour faire tourner des requêtes, il faut des connexions. Parlons un peu de votre biais. En tant que développeur, vous êtes assez focus sur votre stack applicative, et quand vous faites des tests de charge, vous avez envie de vérifier que est-ce que votre code il fonctionne. Donc si je vous demande de faire des tests de charge, il y a des chances que vous soyez focalisé là-dessus. Sauf que big picture, l'application, ce n'est pas que votre code. Ça va être les serveurs sur lesquels votre code est déployé, ça va être toute l'infrastructure réseau qu'il y a devant, les load balancers, les routeurs, etc. Et que vos bottlenecks peuvent être là-dedans. Et qu'en fait, même très souvent, on va d'abord tomber sur ces infrastructures quand on exécute une requête, avant que les requêtes arrivent jusqu'à votre code. Donc, petit rappel. Quand vous avez un client qui va essayer de se connecter sur votre application, il va faire une résolution DNS. Donc ça fait déjà un certain nombre d'allers-retours avec des serveurs DNS sur Internet, potentiellement même les vôtres. Vous pouvez tout à fait avoir vos propres serveurs DNS si ça se trouve, du Route 53 sur AWS par exemple. Donc déjà, là, il y a de la latence. Il y a de la latence. Chose suivante, il va falloir ouvrir des connexions TCP. Donc voilà, vous avez fait votre résolution DNS, vous avez trouvé les adresses IP de vos serveurs, il va falloir aller se connecter dessus. Donc là, plusieurs échanges avec votre point d'entrée applicatif sur Internet, votre Edge. Donc déjà, là, ça va venir aller consommer de la latence et puis consommer des ressources aussi. C'est des descripteurs de fichiers derrière. Chose ensuite, il y a des chances que votre trafic il soit chiffré. Donc vous allez faire un uncheck TLS après avoir ouvert votre connexion TCP. Encore une fois, ça va être de la latence, des allers-retours entre le client et le serveur. Et encore une fois, ça va être des ressources qui vont être consommées. Oui, parce qu'il y a des clés qui doivent être gardées en mémoire de part et d'autre. Donc votre serveur qui va devoir garder à la fois ouvert des connexions, donc plein de descripteurs de fichiers, plus garder en mémoire vos clés de chiffrement. Donc tout ça, ça consomme des ressources. Et très souvent, nous, on observe des bottlenecks à ce stade-là, parce que ce n'est pas des composants que les développeurs vont penser à tester. Et en plus, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous avez des problèmes de performance à ce niveau-là et des erreurs, vous ne les verrez pas dans votre monitoring côté serveur. Oui, forcément, votre monitoring côté serveur, il est après votre edge. Il n'est pas en frontal. Donc chaque fois que vous avez des connection timeout, des TLS and shake timeout, tout ça, c'est des choses que vous allez voir uniquement côté client, donc à travers un test de charge, ou si vous avez du monitoring sur vos clients. Donc n'oubliez pas cette partie-là. Et donc, c'est quoi la conséquence? C'est qu'il va falloir que vous compreniez quel type de trafic vous allez chercher à générer. Est-ce que vous cherchez à simuler du trafic, simuler des armées de navigateurs, d'utilisateurs avec des navigateurs web? Donc dans ce cas-là, effectivement, chacun de vos utilisateurs virtuels, tout comme vos vrais utilisateurs, il va falloir qu'ils ouvrent des connexions, qu'ils fassent des handshakes, etc. Donc vous allez générer une grosse charge réseau sur votre point d'entrée sur Internet, sur votre load balancer typiquement. En revanche, donc ça, dans Gatling, c'est le comportement par défaut. Et puis en revanche, si vous cherchez à simuler du trafic entre deux applicatifs, donc par exemple entre deux microservices, il y a des chances que la partie cliente de cet échange-là, elle est un pool de connexion qu'elle garde en keep alive. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir partager les connexions. Donc typiquement, dans la plupart des outils de test de charge, ces deux tunings existent, mais il s'agit d'utiliser le tuning qui correspond à votre cas d'usage. Parce que nous, ce qu'on voit assez régulièrement, c'est des gens qui commencent par... ils font un premier test de charge avec le comportement par défaut, ils veulent bien simuler du trafic web, ils se prennent une multitude de timeouts dans tous les sens, et ils cherchent un tuning dans l'outil de test de charge pour se débarrasser de ces timeouts. Et donc ils se mettent à partager les connexions, et puis ils sont contents, ils ont des bonnes perfs, et puis c'est bizarre, ça ne fonctionne pas en production. Oui, votre test de charge n'est pas réaliste. Donc ça c'est un truc qui va être constant. Utilisez un tuning de votre test de charge, une configuration de votre outil de test de charge qui est réaliste par rapport à votre use case. On va parler ensuite de modèle de charge. Alors on va parler un peu de théorie des queues. Alors, un système ouvert, en théorie des queues, c'est un système dans lequel des nouvelles tâches sont démarrées, peu importe le nombre de tâches qui sont actuellement en cours. D'accord ?
Donc c'est un modèle dans lequel, même si vous avez plein de tâches qui sont en cours et que votre système est en train de souffrir et au bord du crash, eh ben, on va continuer à démarrer de nouvelles tâches. Okay. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au monde des applications. C'est vraiment très générique. Adapté au monde des applications et du test de charge, ben, ça veut dire que voilà, les utilisateurs ils continuent à arriver, peu importe ce qui se passe déjà dans l'application, et le nombre d'utilisateurs concurrents dans le système, c'est juste une conséquence de tout ça. Voilà, ben, vous avez vos performances qui commencent à se dégrader, les temps de réponse qui se mettent à exploser. Les utilisateurs ils vont venir s'empiler dans le système. Ils ne vont pas réussir à compléter leur parcours, compléter leur scénario. De nouveaux utilisateurs vont continuer à arriver, vont continuer encore à générer, à faire souffrir votre application. Potentiellement, au bout d'un moment, votre application va tomber. En revanche, un système fermé, c'est un système dans lequel le déclenchement de nouvelles tâches ne peut se faire que lorsque on complète d'autres tâches, une fois que le système est à pleine capacité. Donc ça, typiquement, c'est un système dans lequel, par exemple, un système à base de guichets. Une fois que tous les guichets sont occupés, les utilisateurs doivent attendre dans une queue. C'est exactement comme ça. Voilà, une fois que le système est à pleine capacité, les tâches supplémentaires sont poussées dans une queue avec potentiellement une indication d'un temps d'attente. En termes d'application, donc ça veut dire que là, vous avez capé votre nombre d'utilisateurs concurrents. Et donc, si jamais les performances commencent à se dégrader, en fait, le temps de parcours il va vouloir se rallonger. Donc, vous allez empêcher de nouveaux utilisateurs de venir rentrer dans le système en les mettant dans une file d'attente. Et c'est là souvent que les gens se trompent, parce que je pense que notamment, il y a un biais du fait de gens du métier qui ont l'habitude de voir la notion de active users dans Google Analytics et de transposer ça à la notion d'utilisateurs concurrents et qui nous disent « je veux des utilisateurs concurrents ». En pratique, à moins que votre application ait donc ce système de queue, de limitation de capacité, qui est capable de détecter que là je suis à pleine capacité et de pousser le trafic en excès dans une file d'attente, voilà, si vous avez ça, dans votre architecture, là vous avez un système fermé. Si vous n'avez pas ça, vous avez un système ouvert. Il y a de très fortes chances qu'en réalité votre système soit un système ouvert. Okay. Les systèmes fermés, dans le monde de l'informatique, on les voit surtout dans deux domaines. Le monde du ticketing, par exemple, même la Fnac maintenant supporte ça, quand ils mettent en ligne des tickets pour un gros événement, où tout le monde va venir essayer de venir acheter des tickets, on vous affiche une liste d'attente. Les serveurs de jeux vidéo également. C'est à peu près tout. Dans les autres types d'applications, je pense que si on demande aux gens de lever la main, il y a des chances que les utilisateurs continuent à arriver. Il n'y a pas ce type de queue en frontale, de safety limit. Et donc, à ce moment-là, ce que vous avez, c'est un système ouvert. Donc, si vous avez un système fermé, vous pouvez raisonner en termes d'utilisateurs concurrents. Si par contre, vous avez un système ouvert, vous ne pouvez pas. Il va falloir définir votre profil d'injection en termes juste d'arrivée d'utilisateurs. J'ai des utilisateurs qui arrivent. Peu importe ceux qui sont déjà dans le système. Si vous essayez de raisonner différemment et puis d'appliquer un système, de faire un test de charge avec un modèle fermé alors que votre application c'est un système ouvert, vous allez inventer un test qui est complètement farfelu et qui ne correspond pas au comportement de vos vrais utilisateurs sur votre application. Vous allez caper votre trafic et donc inventer des situations de trafic qui n'existent pas du tout dans votre production et vous allez vous sentir en sécurité alors qu'en réalité vous allez tomber en prod. Encore une fois, des tests pas réalistes à éviter. Par contre, profil d'injection. En gros, donc, je vous ai dit, le profil d'injection, c'est la manière dont vous allez démarrer des utilisateurs à chaque seconde. Donc, il y a pas mal de formes de profil d'injection qui sont vraiment des classiques dans le monde du test de charge. Le premier que vous allez rencontrer et que vous devriez utiliser, c'est ce qu'on appelle le test en capacité. Donc, en gros, vous allez progressivement augmenter la charge sur votre application pour voir comment se comporte cette application sous charge, à quel moment les performances commencent à se dégrader et potentiellement à quel stade l'application se met carrément à s'écrouler. Voilà. Le type de test suivant, c'est le test en stress. Donc le test en stress, c'est tout à coup vous avez un rush de trafic. Voilà, par exemple, dans le ticketing, tout à coup, vous mettez à 8 heures, vous mettez en ligne la vente des billets, tout le monde se rue pour essayer de les acheter. Et durant ce type de test, vous allez vous intéresser à deux choses, au comportement de votre application durant le pic de stress. Est-ce que l'application s'écroule? Est-ce que vous arrivez quand même à servir un certain nombre d'utilisateurs? Et puis vous allez aussi vous intéresser au comportement après, une fois que le pic est passé.
Est-ce que votre application, elle revient dans un état normal et elle se remet à pouvoir être capable de servir des utilisateurs, ou juste est-ce qu'elle est complètement overhack et il faut redémarrer tous les serveurs? Autre type de test intéressant, le soak test, test d'endurance en français. Là, l'idée, c'est de maintenir une charge qui va être à peu près constante, mais sur une longue période de temps, sur un jour, sur 2 jours. Là, l'idée, c'est d'essayer d'observer des événements qui ne sont pas observables juste sur 10 minutes ou 20 minutes de test. Donc, ça peut être, par exemple, alors, typiquement, ça va être 2 choses. Ça va être des fuites de ressources, des fuites mémoire ou des fuites de connexion. Ça peut être aussi des événements périodiques. Une queue qui se remplit, un cache qui expire, du garbage collector qui se met à passer en full GC. Voilà. Et dernier test, alors c'est pas vraiment un test de charge. Le smoke test, en fait, c'est un faux test de charge. L'idée, c'est en fait de juste faire dérouler votre test de charge par un seul utilisateur pour vous assurer qu'il soit fonctionnel. Et en fait, normalement, c'est le test de charge que vous devriez, c'est le type de test que vous devriez faire tourner le plus souvent. La plupart du temps, les gens ne vont pas faire des tests de charge sur chaque commit ou de manière quotidienne. Ça peut être un objectif, mais on commence rarement par là. En revanche, les faire tourner de manière mensuelle ou de manière hebdomadaire, c'est déjà beaucoup plus réaliste. En revanche, le problème, c'est de se retrouver dans une situation où vous ne maintenez pas vos tests. Voilà. Et la dernière fois que vous avez fait tourner des tests de charge, c'était il y a 6 mois. C'était Gérard qui était en charge, il y avait que lui qui savait faire. Depuis, Gérard a quitté l'entreprise. Là, il faut refaire une campagne et vous avez tout perdu. Les tests de charge ne fonctionnent plus parce que l'application a évolué entre-temps. Donc l'idée, c'est de mettre en place ce type de smoke test, typiquement branché sur une CI. Là, vous pouvez les faire tourner sur votre environnement de QA, il n'y a pas de problème. Et au moins, comme ça, vous vous assurez que vos tests de charge soient opérationnels pour lorsque vous cherchez à faire tourner des véritables tests de charge avec une grosse charge. Donc là, maintenant, voilà, je vous ai expliqué comment construire votre test de charge. Derrière, maintenant, il va falloir mesurer la performance de vos applications pour dire, tiens, est-ce que ce test de charge m'a permis de valider mes exigences en termes de performance ou pas. Donc déjà, comment exprimer des exigences en termes de perf. Donc pour ça, il va falloir des métriques. Alors la première métrique qui est vraiment évidente, c'est le taux d'échec. Voilà, vous savez que si vous avez 10% d'échecs sur vos transactions d'achat, c'est la première chose que vous allez chercher à corriger. Et c'est une métrique qui ne porte pas à débat. Voilà, il n'y a pas de question à se poser, c'est une métrique qui est correcte. C'est plus compliqué quand on va chercher à qualifier les temps de réponse. Alors historiquement, la métrique qu'on utilisait pour qualifier les temps de réponse, c'était la moyenne des temps de réponse. C'est une métrique qui est catastrophique. Certes, si vous avez une mauvaise moyenne, vous avez un problème. Mais avoir une bonne moyenne, ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Vous pouvez, dans une distribution... Alors, c'est quoi une distribution? La distribution, ça va être la fréquence de chaque valeur. D'accord? En gros, donc, vous allez avoir comme ça une forme de fréquence en fonction de la valeur. Et donc, la moyenne, elle peut vous masquer. Vous avez plein de valeurs qui vont s'étaler potentiellement très loin, qui vont être bien au-delà de cette valeur moyenne. Ce qui est possible aussi, c'est que vous ayez une distribution qu'on appelle multimodale. En gros, vous avez plusieurs boss. Et donc, votre moyenne, elle va tomber quelque part au milieu entre les boss, et vous n'allez pas vous rendre compte, avec cette moyenne, qu'en réalité, la plupart de vos utilisateurs, ils sont soit bien avant, soit bien après, et que tous ceux qui sont bien après, ils ne sont franchement pas contents. Ça, c'est une situation que j'ai vraiment vécue, moi, où je travaillais sur une application, on avait les utilisateurs qui râlaient, les ops qui regardaient le monitoring nous disaient non, mais nous, tout va bien dans le monitoring. Spoiler, dans le monitoring, ils avaient des temps de réponse moyens sur 1 minute. Donc il y avait un peu une mentalité qui s'était instaurée. De toute façon, chez les utilisateurs, il y a toujours des râleurs. Et puis, tout le monde a fait l'autruche comme ça, jusqu'au jour où les big boss ont fait une démo de l'application devant des journalistes et que ça ne s'est pas passé comme prévu. Et là, il a fallu, tout le monde s'est un peu fait secouer les puces. Il a fallu donner un coup de collier là-dessus. Ce qui est dommage après, c'est que ça ne s'est pas transformé. Les pratiques n'ont pas pour autant été transformées et donc c'est rebelote 6 mois plus tard, 1 an plus tard.
Alors, comment qualifier des temps de réponse? Parce que donc, je vous disais, l'idée des les temps de réponse, vous allez avoir une distribution, c'est une courbe, c'est visuel. Donc, pour un humain, voilà, on peut dire, tiens, là, c'est bizarre, mais l'idée quand même, c'est d'essayer d'avoir des métriques, des valeurs un peu uniques, sur lesquelles on va pouvoir, par exemple, déclencher de l'alerting. On ne veut pas qu'il y ait quelqu'un, un humain, qui soit H24 devant une dashboard pour garder la forme et dire, tiens, la forme, elle est bizarre. L'idée, c'est d'avoir des métriques voilà, pour déclencher de l'alerting. Des métriques qui sont assez pratiques, c'est des centiles. Les centiles, c'est des seuils. Le 50e centile qu'on appelle la valeur médiane, c'est la valeur en dessous de laquelle il y a 50% de vos valeurs. Le 90e centile, c'est la valeur en dessous de laquelle il y a 90% de vos valeurs. Le 100e centile, c'est le max. C'est des métriques qui sont pratiques pour définir des critères d'acceptance. C'est facile à expliquer. Voilà, vous expliquez ça aux gens du métier. Très rapidement, ils ont compris. Et puis, ils vous disent, bon, ben, je veux que dans 90% des cas, les temps de réponse ils soient inférieurs à 5 secondes. C'est facile à grapher, à présenter dans des dashboards. Ça permet de faire des jolies courbes comme ça. Puis c'est assez visuel, ça fait plaisir. Comment est-ce qu'on calcule correctement des centiles? Si vous voulez vraiment calculer la valeur exacte, il faut que vous gardiez toutes vos valeurs. Il faut que vous les triez, et puis qu'ensuite vous comptiez dans le tableau que vous alliez, par exemple, la médiane va être la valeur à la moitié du tableau. Le problème, c'est que si vous voulez garder toutes vos valeurs, ça va utiliser beaucoup de mémoire, beaucoup de bandes passantes si vous voulez aller stocker toutes les valeurs sur un serveur. Donc ce n'est pas toujours réaliste. C'est réaliste quand vous avez 10 événements par seconde. Quand vous en avez 100 000, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc il va falloir choisir d'autres stratégies, il va falloir essayer de trouver des manières de les approximer. Ce qu'on voit parfois, c'est des gens qui vont faire du sampling. En gros, ils vont dire, je garde les 200 dernières valeurs à chaque seconde, et puis je mesure toutes les secondes. Le problème, c'est que si par exemple vous avez 1000 événements par seconde, et que vous ne gardez que les 200 derniers, en fait, vous allez vous louper 80% de la seconde. Ça se trouve, tous vos événements intéressants, ils étaient avant. Donc c'est difficile d'être réaliste comme ça. C'est pas une bonne stratégie. Un gros mensonge qu'on voit aussi parfois, c'est des gens qui vont, en fait, ils vont juste mesurer la moyenne, mesurer l'écart type, supposer que vous avez une distribution normale, donc une gaussienne, et puis vous donner les points sur la courbe. Donc là, dans ce cas-là, vos centiles, c'est juste des mensonges. Donc intéressez-vous aussi à la manière dont les outils que vous utilisez vous calculent les centiles qu'ils vous présentent. Donc un algorithme qui marche pas mal, c'est d'utiliser des histogrammes. Les histogrammes, en fait, c'est qu'on va venir aller découper, on va aller grouper les valeurs par bucket, et puis on va venir comme ça aller les sommer. Donc au lieu d'avoir toutes les valeurs avec une précision, avec une super précision exacte, en fait, on va faire des approximations en groupant des valeurs. Il y a une très bonne librairie pour ça en Java, qui est notamment disponible en Java, qui s'appelle HDR Histogram. Comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est que celle-ci, en fait, elle va avoir, vous allez définir un nombre de digits qui va définir votre précision, et votre précision, elle va être constante par rapport à la valeur que vous voulez. Donc en gros, ça veut dire que la largeur des buckets, elle va aller en grandissant avec les valeurs. Donc, conséquence de ça, c'est-à-dire que si vous avez des temps de réponse de l'ordre de 100 millisecondes, vous avez une résolution à la milliseconde près. Des temps de réponse de l'ordre de 1 seconde, vous avez une résolution à 10 millisecondes. Des temps de réponse de l'ordre de 10 secondes, une résolution à 100 millisecondes. Et ça suffit pour travailler, en fait. Le danger, c'est que y a des gens qui vont chercher à agréger des centiles. Parce que, par exemple, ils ont mesuré des centiles au niveau de la sonde, au niveau du serveur ou de l'injecteur de charge. Et puis, ce qu'ils vont aller stocker dans leur base de données, ça va être les valeurs des centiles. Et puis ensuite, ils vont chercher à les agréger. Dire, par exemple, ils avaient un cluster, ils veulent la valeur sur le cluster, à partir des valeurs de chacun des nœuds, ils veulent la valeur du cluster. Ou vous avez une valeur mesurée à chaque seconde, quelle est la valeur sur une minute? Okay, ça ne marche pas du tout. Là, vous voyez en fait un exemple, vous avez un premier dataset, la valeur médiane c'est 50, le deuxième dataset, la valeur médiane c'est 30. Si vous fusionnez vos datasets pour avoir la médiane exacte, c'est bien 50, ce n'est pas la moyenne des deux médianes. Ça ne marche pas. Si vous avez un outil qui vous fait des agrégats sur des centiles qui sont déjà calculés, ces valeurs sont fausses, vous pouvez les oublier. Spoiler, c'est ce que font beaucoup d'outils. Même CloudWatch, par exemple sur AWS, il vous donne des percentiles moyens sur une minute. Ça ne veut rien dire en maths. Et si vous faites ça, en fait, vous allez présenter des valeurs qui seront meilleures que ce qui s'est passé en réalité. Vous allez faire disparaître tous vos hiccups.
Donc voilà, ça ne marche pas. Donc faites attention, dans l'idéal, ce qu'il faut, c'est un système dans lequel vous allez pouvoir stocker des histogrammes dans votre base de données, ou alors vraiment stocker toutes les valeurs, et à ce moment-là, pouvoir recalculer, soit fusionner des histogrammes entre eux, ça marche, soit recalculer des histogrammes à partir de l'intégralité des valeurs. Ce qui est plus compliqué quand vous voulez faire du temps réel, voilà, c'est plus facile à faire quand vous allez stocker dans du Hadoop et attendre 5 minutes d'avoir le calcul. Quand vous faites du temps réel, c'est juste pas possible. Je ne vais pas rentrer sur ce point-là, parce que je n'ai pas le temps. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a aussi, il peut y avoir un gros problème de logique dans la manière dont on va venir collecter mesurer une durée entre deux événements. Et que ces durées, en fait, peuvent être fortement impactées par des moments durant lesquels le système va complètement friser. Donc, par exemple, une pause de full GC. Voilà, je vous encourage à aller voir ce talk si vous voulez en savoir un peu plus sur le problème. En termes de méthodo, donc historiquement, comment monter les tests de charge? Maintenant que vous avez, techniquement, vous savez comment implémenter des tests de charge, quelles sont les métriques que vous allez vouloir suivre, comment est-ce que vous allez implémenter ça en termes de projet? Alors, historiquement, le test de charge, c'était un peu l'apanage d'une petite équipe dans les grosses entreprises qui avait la main sur la licence d'un outil de test de charge. Et cette équipe-là, elle faisait les tests de charge pour toute l'entreprise. Aussi, on faisait les tests de charge vraiment juste avant de partir en prod. Donc quand on se retrouvait dans ce genre de situation, c'était un peu trop tard. On s'était planté sur le choix de telle brique technologique, on s'était planté sur le choix de telle règle de développement. S'il faut reconsidérer des choix d'architecture à 2 semaines de la mise en prod, c'est compliqué. Donc essayez de tester le plus tôt possible quand vous voulez valider des choses, monter des POC, valider des choses très rapidement, parce que l'intérêt des tests, n'importe quel type de test, c'est de fournir du feedback rapidement. Je vous dis aussi qui devrait conduire les tests de charge. Évitez les équipes centrales d'experts avec des gens qui sont vraiment spécialisés sur le test de charge, parce qu'ils vont se retrouver avec le bottleneck pour toutes vos équipes projet. Cherchez plutôt à diffuser l'usage dans vos équipes projet. Et puis vraiment, en plus, les problématiques de performance, vos problèmes de performance, ils peuvent être dans le réseau, ils peuvent être dans la base de données, ils peuvent être dans votre code applicatif. Donc, il faut vraiment avoir un peu une approche collaborative sur le sujet. Par contre, moi, à mon avis, c'est intéressant de confier la réalisation et l'exécution des tests aux devs, parce que c'est 80% du manpower dans une DSI. Et puis potentiellement faire appel à des experts performance pour aller corriger vos problèmes de perf, et pas des experts sur tel outil de test de charge dont la seule valeur ajoutée, c'est de crafter des tests sur tel ou tel outil. Si vous avez une application aussi qui est complexe, une architecture qui est complexe avec par exemple des microservices, essayez de tester vos composants en isolation. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous êtes capable de garantir les performances de chaque application, chaque producteur auprès de ses consommateurs. À ce moment-là, mettez en place des tests plus intégrés. Attention, plus vous avez de dépendance, plus vous êtes dans une situation risquée. Vous avez un service qui va dépendre de 5 autres services. Plus vous allez multiplier les dépendances, plus vous avez le risque qu'une de ces dépendances plante. Ça semble évident à dire, mais les gens ont tendance à l'oublier. Voilà. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, vous allez avoir besoin de tooling. Donc il va vous falloir du tooling pour provisionner un environnement de test de charge. Ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, on a quand même fait beaucoup de progrès par rapport à il y a 20 ans pour faire ça. Donc c'est facile de récupérer des instances à la demande sur du cloud. On a des technologies qui vont nous permettre de facilement déployer un environnement de manière automatisée. On a du tooling pour aller mesurer ce qui va se passer côté serveur, pour aller investiguer les problèmes de performance dans l'application. Et puis ensuite, vous allez avoir un outil qui va vous permettre de faire du test de charge, comme Gatling, justement. Alors parlons brièvement de Gatling. Gatling, donc c'est un outil qui a une opinion assez forte, de se dire, c'est pas un outil dans lequel vous allez faire du no-code. L'idée, donc l'opinion, c'est que c'est plus facile de faire des tests avec du code, parce que ça va être une approche qui va être expressive, qui va être collaborative,
C'est facile de faire une pull request et de faire revoir sa pull request par un collègue. C'est facile d'aller stocker ça dans un repo Git, alors que lorsque vous avez une interface graphique, vous êtes rapidement noyé et c'est très difficile de faire du passage de connaissances sur vos modifications à quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc Gatling, ça va être du code. Vous allez pouvoir utiliser une API Java, qui est aussi utilisable en Kotlin. Il y a également une API Scala. Vu que c'est du code qui tourne sur une JVM, vous allez pouvoir facilement vous intégrer avec vos outils de build préférés, du Maven, du Gradle, du SBT pour ceux qui font du Scala. C'est du code, vous allez pouvoir stocker dans un repo Git. Ça va être facile à mettre dans une CI. Voilà. Gatling supporte en natif un certain nombre de protocoles. Donc c'est vrai qu'on est assez focalisé autour de tout ce qui est web, mais on en supporte également d'autres. Et puis ensuite, on a aussi notre communauté qui a développé un certain nombre de protocoles de support pour d'autres protocoles. Et vu qu'on essaie quand même de gagner notre croûte chez Gatling, on propose aussi une version entreprise qui va vous permettre, elle, d'automatiser vos tests, leur déploiement sur des machines qui vont être à un moment dédiées à générer de la charge, qui vont aussi récupérer les résultats de tests en temps réel, qui vont les archiver, qui vont vous permettre de faire de la comparaison. Donc on supporte tout un tas de cloud, on supporte tout un tas d'intégrations avec des outils de CI, et puis c'est disponible sous forme d'applications SaaS. Vous pouvez aussi l'héberger complètement chez vous. Vous pouvez aussi avoir un mode hybride pour générer de la charge dans votre réseau et tester des applications qui soient accessibles que dans votre réseau, et pour autant stocker toutes les stats et avoir toute la data vise et le gros de l'architecture de l'infrastructure chez nous dans notre cloud. Si vous cherchez à en savoir plus sur Gatling, on a une grosse documentation sur Internet, on a des tutos, on a un forum communautaire, on a des formations gratuites en ligne, donc c'est assez facile à apprendre, et si jamais vous galérez, n'hésitez pas à rentrer en contact. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez passer sur notre stand. Voilà, et puis un petit dernier mot aussi, si jamais il y a des engineering managers ou un DevRel qui auraient envie de bosser dans le test de charge, n'hésitez pas à rentrer en contact. Voilà. Il nous reste 3 minutes si vous avez des questions. Bon, merci. Une question si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est, tu parlais de mettre des tests de charge en CI. Ouais. Alors, pour moi, c'est un peu un changement de paradigme, parce que comme tu l'as dit, on faisait souvent les tests de charge en fin de process, malheureusement. Et c'est quoi l'objectif, au final, de mettre ça en CI? C'est de dire, on fait des tests de charge, on obtient des chiffres, quels qu'ils soient, de moyenne et autres, et puis on vérifie au fur et à mesure des évolutions que c'est en maintien, ou est-ce que l'objectif est tout autre? Et je pose la deuxième, comme ça c'est fait. Et la deuxième question, c'est pareil, dire il faut que tous les développeurs commencent à faire des tests de charge. C'est bien, mais est-ce que c'est pas un peu ambitieux quand on sait que normalement les tests de charge, c'est quand même pour chercher la faille, et ça implique des actions du type analyse de heap, analyse de garbage collector, comprendre et exploiter un dump et ce genre de choses. Ouais. Voilà. Ok. Alors, première question, c'était l'intégration avec la CI. Tu déploies combien de fois par semaine? Voilà. Donc, tu déploies plusieurs fois par semaine, mais tu te dis, je vais faire des tests de charge tous les 6 mois, c'est pas vraiment cohérent. Tu vois, si ça se trouve, durant ta mise en prod d'hier, tu as peut-être introduit une régression de performance qui fait que cette nuit, tu as pu passer une nuit blanche. J'ai envie de dire, ça doit être calé sur ta fréquence sur ta fréquence de mise en prod. Après, je distinguais quand même 2 choses, les vrais tests de charge et puis aussi les smoke tests. Au moins s'assurer qu'on a maintenu les tests. Donc, comme je disais aussi, c'est un peu un voyage. Si tu pars de zéro, tu ne fais pas encore tourner de test de charge, commence déjà à faire tourner depuis une CI, peut-être une fois par mois, puis une fois par semaine, et c'est un process d'amélioration continue.
Pour moi, déjà, la première chose, c'est déjà se lancer dans faire des tests de charge. Et puis, c'est aussi surtout s'assurer qu'on va maintenir les tests de charge et pas se retrouver dans une situation où on fait appel à un cabinet de consulting une fois par an qui à chaque fois repart from scratch parce qu'il n'y a plus rien qui a été maintenu pendant un an. Ça rejoint en fait ta deuxième question sur est-ce que c'est pas overkill de demander aux développeurs de faire les tests de charge. Alors, je disais faire appel aux développeurs pour maintenir les tests de charge. Quand ils vont faire évoluer tes API, qu'aussi il fasse évoluer le test de charge qui va taper sur l'API, de la même manière que tu ferais évoluer tes tests unitaires ou tes tests Postman. Et potentiellement, effectivement, quand avec la CI ou avec des tests manuels, déclenchés manuellement, on arrive à détecter des problèmes de performance, là, faire appel à des experts. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Si vous avez d'autres questions, je suis encore sur la conf cet après-midi. N'hésitez pas à passer sur notre stand. Voilà. Merci beaucoup d'être venu.